Oh bonjour Internet, comment on va? J'ai un petit chat sur les genoux. C'est bien parce que j'avais envie de faire un petit sujet de vidéo un peu plus léger que les deux trois précédents qu'on a fait, qui étaient un petit peu, on va dire, un petit peu plus sérieux, un petit peu plus dur, on va dire ça comme ça. J'avais envie de parler avec vous du fait de aimer ce qu'on fait. Et c'est bien connu, les artistes en général, c'est pas trop ça au niveau de la confiance en soi, et c'est peu de le dire, parce qu'en vérité, c'est les premiers à décrier, voire parfois même dénigrer leur propre œuvre. Est-ce que vous saviez d'ailleurs, par exemple, que les plus grands musiciens du monde avaient tendance à ne pas aimer ce qu'ils faisaient? Il y a notamment deux exemples très connus et très répandus. Jimi Hendrix détestait littéralement sa propre voix, et on parle d'autre chose que juste l'effet un peu déroutant d'entendre sa propre voix dans un enregistrement. Ou alors il y avait Kurt Cobain qui ne supportait pas le morceau le plus connu et le plus célèbre du groupe, du groupe Nirvana, à savoir Smells Like Teen Spirit. On entend beaucoup parler aussi du syndrome de l'imposteur. Je vais pas trop en parler en détail ici, parce que j'ai envie de faire des recherches là-dessus, mais le principe reste intéressant, à savoir qu'on ne se sent pas vraiment légitime vis-à-vis de ce qu'on fait, ou les compliments et les louanges que ça peut susciter. C'est un peu sadomaso dit comme ça, mais quelque part, l'artiste va presque rechercher les avis négatifs, les critiques, les commentaires haineux et j'en passe et des meilleurs, parce que en fait, c'est tout con, hein, mais c'est la triste vérité, il sait mieux gérer ça que les avis dithyrambiques ou les avis flatteurs. C'est un peu comme «Ah, je le savais, je suis nul, je me sens vachement mieux maintenant». C'est... Donc oui, voilà, avoir confiance en soi, aimer ce qu'on fait, apprécier son propre travail, le porter, le montrer aux yeux de tous, respirer la confiance, c'est pas évident. Sauf que c'est absolument nécessaire, dans un minimum relatif bien entendu, car si vous ne croyez pas un minimum, ne serait-ce qu'un tout petit peu, dans ce que vous faites, comment vous pouvez le communiquer à votre public, le fait d'aimer ce que vous faites? Comment être un chouïa convaincant? Et puis au-delà de ça, c'est aussi juste pour l'expérience créative, le fait de faire ce que vous faites. Si vous ne prenez aucun plaisir, strictement aucun, zéro, à faire votre œuvre, à la travailler, à vous amuser avec, à la polir, à la sublimer, la repenser au mieux, etc., etc., ça va se sentir à un moment, ça va se sentir, le résultat ne sera pas convaincant en soi, et ça le sera d'autant plus pour votre audience. Comme le rire, la passion est communicative, vous devez, quelque part, aimer ce que vous faites, c'est une obligation. Vous devez l'exprimer, vous devez le montrer, vous devez le ressentir et le vivre dans vos tripes. Parce que quel intérêt ça a de passer des heures et des heures et des heures et des heures sur un projet si vous prenez aucun plaisir? Franchement, vraiment, franchement. Il y a d'ailleurs une vieille légende sur les artistes, une espèce de légende urbaine, qui est que les artistes font leurs meilleures œuvres lorsqu'ils vont mal. Ce mal-être, une fois correctement distillé dans son travail, transcende le tout et produit une merveille. Honnêtement, je suis d'accord avec ça, mais j'y mettrai quelques petites annotations. La première, il est logique que lorsqu'on est pris par notre travail et qu'on est dans un état émotionnel fort, voire second, on est plus créatif et on est meilleur quelque part. L'œuvre se nourrit de nous autant que nous, on nourrit l'œuvre. Donc, si on est à fleur de peau, si on est sensible, forcément ça va produire quelque chose de particulier, d'unique. Et imaginez que c'est un peu comme rechercher l'inspiration et le meilleur état d'esprit pour créer. La deuxième, c'est que ça ne signifie pas que l'œuvre que vous pondez quand vous êtes dans un état très fort, ça ne demande pas du travail, prendre du recul, réfléchir, repasser des règles, etc. N'importe quelle création nécessite ça à un moment donné. La troisième, c'est que les artistes, moi compris, on recherche ça, ce qu'on appelle entre guillemets la zone, d'être dans un état d'esprit très particulier, très fort et être balancer des espèces de tsunamis d'émotions dans nos œuvres. Car c'est quelque chose qui nous permet d'être totalement immergés dans l'œuvre, cet état second. Donc il est possible de reproduire cet état-là, même si nous ne sommes pas dans une phase dépressive. On peut se replonger dans cet état d'esprit pour retrouver ses sensations, ses émotions. Personnellement, moi je le fais constamment, parce que j'écoute
continuellement, en permanence de la musique quand j'écris. D'ailleurs, moi-même, là, j'étais en pleine écoute musicale quand j'écrivais le script de cette vidéo. J'écoutais le live de Donington de AC/DC. Et je trouvais que ça collait bien avec l'ambiance que je recherchais. C'est un peu rugueux, un peu désinvolte, festif et une certaine dureté sonore. Bref, oui, ce dicton a du vrai, beaucoup même, mais il est à considérer avec relativité. Même si en parallèle aussi, je maintiens fermement que pas mal d'artistes que j'aimais jadis sont totalement perdus de leur petit truc unique qui faisait ce qu'ils étaient jadis, depuis qu'ils ont eu du succès ou qu'ils ont été propulsés au statut de star mondiale. Pour mes camarades auteurs en particulier, j'aurais peut-être 2-3 tuyaux à vous donner. Loin de moi l'idée de vous dire comment écrire, ça n'arrivera jamais avec moi. Mais on sait jamais, ça peut peut-être vous aider. Tout d'abord, comme dit précédemment, prenez plaisir à écrire. Le fait de glisser votre stylo ou votre bic sur le papier ou de frapper les touches du clavier et les voir apparaître sur l'écran. Il faut qu'il y ait ce petit quelque chose à cet instant-là, une espèce de satisfaction ou de plaisir ou la sensation d'avancer dans la mise au monde de votre texte. Ensuite, il faut que vous n'ayez ni peur ni honte de ce que vous avez fait. Ne vous préoccupez pas de la réception et de tout ça tout de suite. Veillez d'abord à ce que ça vous plaise vous. Est-ce que vous aimez ce que vous avez fait? Est-ce que ce que vous avez écrit, ça vous paraît sympathique? Et puis une fois que ça c'est fait, là vous pouvez passer à l'étape de la relecture, retravailler, etc. Enfin arrive la réception du public. Moi, je vous conseillerais de l'oublier un petit peu. Et quand je dis un petit peu, c'est vous en détacher. Non pas que ça n'ait pas d'intérêt, pas du tout, mais vous devez aussi relativiser ce truc-là. Il y a du bon dans les critiques, comme du moins bon. Personnellement, moi, si le contact humain ne passe pas, même un petit peu, ne serait-ce que dire, ah, bah, cette personne est sympathique, ou en tout cas, elle parle bien, elle dit des trucs intéressants, etc., bah, j'ai tendance à zapper. J'ai tendance à, voilà, mettre un peu de côté et dire, bon, ben voilà, merci. Bien sûr, je reste poli, je reste courtois, tout ça. Mais voilà, ça arrive fréquemment. Je pense que je ne vous apprends pas que des fois on vous descend un petit peu sec. Et si la façon de le faire n'est pas un tantinet considérée dans la forme dans laquelle la personne s'adresse à vous, ça vaut pas la peine, quoi. Moi, dans ces cas-là, je me barricade assez vite, quoi. Il y a un dicton que j'aime beaucoup, que j'ai appris il y a quelques années, enfin, ça n'a pas si longtemps, mais je l'ai appris à peu près au moment où je commençais à écrire, c'est ne prenez pas en compte l'avis de ceux à qui vous ne demanderez pas conseil. De cette façon, de mon côté, moi je prends en considération en premier temps l'avis de ma femme, de ma correctrice et d'une ou deux autres personnes privilégiées qui peuvent m'offrir de précieux conseils et un regard éclairé. Non seulement car ces personnes sont compétentes, ou en tout cas leur avis me paraît un minimum intéressant, juste et compagnie, mais aussi car ces personnes-là ont mes intérêts à cœur. Et quand je dis intérêt, c'est pas business, argent, finance, tout ça. C'est elles savent et elles ont compris ce que moi je veux faire, la direction dans laquelle moi je vais. Elles ne veulent pas, ces personnes, que j'écrive leur histoire à elles, que elles veulent voir. Elles cherchent à parfaire mon œuvre à moi. Et là est toute la différence, c'est la nuance qui change toute la donne. Vous devez chercher des gens qui aiment votre travail à vous, ce que vous faites naturellement, et non ceux qui veulent que vous dénaturiez votre art pour prendre un truc qui leur plaise à eux. Apprenez à aimer ce que vous faites vous d'abord. C'est compliqué, et croyez-moi, ça aide beaucoup. Et en plus de cela, ça fait du bien au petit cœur. Au revoir Internet, gros bisous. Comme disait ma femme, hein. Voyez, j'ai une photo d'elle. Abonnez-vous, likez, partagez, appuyez sur la cloche, puis mettez un commentaire aussi, hein.